Une prise de sang, on a quasiment tous connu ça, n'est-ce pas? On voit le petit tube se remplir, et puis après, le geste, on le connaît. Mais ce qui se passe ensuite, c'est souvent une boîte noire. Eh bien aujourd'hui, on va justement lever le voile sur ce voyage un peu secret d'un échantillon médical. Voilà, cette question toute simple, elle est le point de départ d'une véritable aventure. Une aventure qu'on ne voit jamais, mais qui est pourtant vitale pour la médecine d'aujourd'hui. Allez, on part sur les traces de cet échantillon. Parce que oui, un résultat d'analyse, ce n'est pas juste un chiffre qui sort d'une machine comme par magie. Non, c'est vraiment l'aboutissement de tout un processus, un cheminement long, complexe et rempli d'étapes super importantes. Alors, ce parcours, pour faire simple, on peut le découper en 3 grandes phases, 3 étapes clés. Et chacune, vous allez voir, a ses propres défis, ses propres pièges. On a d'abord la phase qu'on appelle pré-analytique, c'est-à-dire tout ce qui se passe entre le patient et l'arrivée au labo. Ensuite, bien sûr, la phase analytique, le cœur du réacteur si on veut, et enfin la phase post-analytique où on transforme les données en un rapport. Et attention, le moindre grain de sable dans l'une de ces étapes peut tout faire dérailler. Et on commence par la plus critique de toutes, la phase pré-analytique. Honnêtement, c'est un vrai parcours du combattant. C'est là que tout se joue, et c'est là où le plus d'erreurs peuvent se produire, bien avant même que la machine ne soit allumée. Pensez-y, tout commence avec le patient lui-même. Est-ce qu'on est à jeun? Stressé? Vient-on de faire du sport? Tout ça, c'est un impact direct. Un garrot qui reste serré plus de 3 minutes par exemple, ça peut déjà fausser certains paramètres. Le stress peut jouer sur la glycémie, et un effort physique juste avant la prise de sang, ça fait grimper les C-bêta, des enzymes musculaires. Bref, tout compte. Ensuite, il y a une distinction fondamentale à faire. Est-ce qu'on travaille sur du sérum ou sur du plasma? Alors, c'est quoi la différence? C'est simple. Si on laisse le sang coaguler naturellement dans le tube, le liquide qui reste, c'est le sérum. Mais si on met un anticoagulant pour l'empêcher de coaguler, le liquide qu'on obtient, c'est le plasma. Et ce choix, il est crucial. Il dépend entièrement de l'analyse qu'on veut faire. Et c'est là qu'intervient la fameuse couleur des bouchons sur les tubes. Ce n'est pas pour faire joli, hein. Chaque couleur correspond à un additif, souvent un anticoagulant bien spécifique. Par exemple, l'héparine pour la plupart des analyses biochimiques, les DTA pour des choses comme l'hémoglobine glyquée, ou encore le fluorure de sodium, très important pour mesurer le glucose, parce qu'il empêche les cellules de le manger dans le tube, ce qui fausserait le résultat. Et les erreurs peuvent survenir très tôt. Imaginez un peu le scénario catastrophe, des tubes mal étiquetés ou pas étiquetés du tout, l'ordre de prélèvement des tubes qui n'est pas respecté, oui, ça aussi c'est important, ou tout simplement on s'est trompé de tube pour l'analyse demandée. C'est souvent là, dans ces gestes humains, que les premières failles apparaissent. Bon, l'échantillon arrive enfin au laboratoire. On pourrait se dire, ouf, le plus dur est fait. Eh bien, pas tout à fait. À la réception, d'autres problèmes peuvent surgir. L'étiquette est illisible, il manque des informations cruciales sur le patient, ou pire, les conditions de transport n'ont pas du tout été respectées. Et tout ça, ça peut mener à un problème redouté par tous les biologistes, l'hémolyse. C'est un mot un peu technique, mais ça veut dire que les globules rouges ont éclaté. Ça peut arriver à cause d'un garrot trop serré, d'un tube secoué trop fort, ou même d'une aiguille trop fine. Et la conséquence, c'est que le contenu des globules rouges se déverse dans le sérum ou le plasma. Résultat, le dosage du potassium, par exemple, va être complètement faussé, et l'analyse, eh bien, elle est bonne à jeter. Même le simple fait de transporter le tube du point A au point B est une science en soi. La plupart du temps, une température ambiante entre 15 et 25 degrés, ça suffit. Mais pour certains tests, c'est beaucoup plus exigeant. La bilirubine, par exemple, doit être protégée de la lumière. Les gaz du sang, hop, dans une pochette réfrigérée. Et pour l'hormone parathyroïdienne, la PTH, c'est carrément transport sur un lit de glace. Pas le droit à l'erreur. Ok, notre échantillon a survécu à ce parcours semé d'embûches. Il entre maintenant dans le cœur du laboratoire, la phase analytique. Là, on change de monde. On quitte les aléas humains pour entrer dans l'ère de la haute technologie et de la précision des machines. C'est vrai que cette phase est beaucoup plus contrôlée. Les analyseurs automatiques sont des bijoux de technologie capables de faire des mesures d'une précision incroyable. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on est dans une zone zéro risque. Même la meilleure des machines peut se tromper. Un réactif qui a été mal conservé ou qui est périmé, ça fausse tout. Une machine mal calibrée, pareil. La température ou l'humidité dans la pièce, ça peut avoir un impact. Et surtout, il y a toujours des humains derrière pour s'assurer que les contrôles qualité sont bons, que tout tourne comme une horloge. Le personnel doit être qualifié et bien réveillé. On arrive presque au bout du voyage. La machine a craché ses chiffres. Mais le travail n'est pas fini, loin de là. On entre dans la dernière ligne droite, la phase post-analytique. C'est l'étape, peut-être la plus importante, où des données brutes deviennent une information utile pour le médecin. Et c'est là que le cerveau humain, celui du biologiste, reprend la main. Son rôle, ce n'est pas juste de lire un chiffre et de l'imprimer. C'est de le valider, de se demander est-ce que ce résultat est cohérent avec l'âge du patient, avec ce qu'on sait de lui? Est-ce qu'il n'y a pas une anomalie? C'est un travail d'interprétation essentiel.
Et même là, au tout dernier moment, une erreur bête peut arriver. Une simple faute de frappe en recopiant un résultat, le rapport qui est envoyé au mauvais médecin, ou un compte-rendu tellement mal présenté qu'il en devient illisible. La vigilance est requise jusqu'à la toute dernière seconde. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ce périple? Eh bien que la fiabilité d'un résultat d'analyse, c'est comme une chaîne. Et si un seul maillon est faible, c'est toute la chaîne qui casse. Et si on n'est pas convaincu, voici un chiffre qui va marquer. Jusqu'à 70%, oui, 70% des erreurs de laboratoire se produisent pendant la toute première phase, la phase préanalytique. C'est énorme. Ça veut dire que la majorité des problèmes surviennent avant même que l'échantillon ait vu la couleur d'analyseur. Cette phrase résume tout, vraiment, chaque phase. Je cite, « conditionne de manière importante la qualité du résultat et par là la prise en charge diagnostique et thérapeutique du patient. » En clair, chaque petite étape de ce voyage a un impact direct sur le diagnostic et donc sur le traitement qui sera donné. C'est aussi simple et aussi crucial que ça. La prochaine fois qu'on nous fera une prise de sang ou qu'on en verra une, on ne la regardera peut-être plus de la même façon. On pensera à tout ce voyage invisible et pourtant si complexe. Et ça ouvre une question plus large finalement. Quels sont tous ces autres parcours cachés, ces processus de l'ombre, qui sont tout aussi essentiels pour nous garder en bonne santé ?